Première partie, l'effondrement, juin 1940. Le grondement des avions allemands était un son devenu familier, une vibration sourde qui précédait l'horreur. Sur les routes de France, c'était une marée humaine, désespérée et silencieuse, qui fuyait vers le sud. L'exode. Parmi cette foule, la famille Dubois avançait péniblement. Pierre, professeur d'histoire à Strasbourg, poussait une charrette branlante où s'entassaient quelques affaires, et ses deux filles, Élise, 8 ans, et Sophie, 5 ans. Son épouse, Hélène, serrait contre elle un sac contenant leurs documents et les quelques photos arrachées au mur de leur appartement. Ils avaient tout abandonné. La France, leur France, se défaisait sous leurs yeux. Quelques jours plus tard, le 14 juin 1940, les panzers allemands entrèrent dans Paris. La ville lumière était tombée sans combat, déclarée ville ouverte pour éviter sa destruction. Le cœur de Pierre se serra lorsqu'il apprit la nouvelle par les rumeurs qui circulaient parmi les réfugiés. Le 17 juin, la voix chevrotante et vieillissante du maréchal Pétain retentit sur les postes de radio. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Pour Pierre, ces mots furent un coup de poignard. Cesser le combat, alors que l'ennemi foulait le sol de la patrie? Mais autour de lui, beaucoup de visages se détendirent. La guerre était finie. L'ordre revenait. Le 22 juin 1940, l'armistice était signé dans la clairière de Rotonde, dans ce même wagon où l'Allemagne avait capitulé en 1918. L'humiliation était totale. La France était coupée en deux. La zone nord et la côte atlantique étaient occupées par la Wehrmacht. L'Alsace et la Lorraine étaient annexées de fait. Le reste, la zone libre, était administrée par un nouveau régime, l'État français, dont la capitale était Vichy et dont le chef était le maréchal Pétain. Deuxième partie, la vie sous Vichy, 1940-1942. La famille Dubois s'installa finalement dans un petit village du Lot, Saint-Céré. Pierre trouva un poste d'instituteur à l'école communale. La vie sous Vichy s'organisait autour de la pénurie et de la propagande. Les tickets de rationnement devinrent la monnaie courante. Le café était un mélange d'orge et de chicorée, le pain lourd et noir. Le portrait du maréchal, vieillard bienveillant et paternel, était accroché dans toutes les salles de classe, les mairies, les cafés. La révolution nationale était partout, prônant les valeurs traditionnalistes du travail, famille, patrie qui remplaçait là la devise républicaine. Pierre, républicain dans l'âme, observait avec méfiance et dégoût la mise en place de l'idéologie de Vichy. L'école devint un lieu de propagande. On y enseignait le culte du maréchal, le rejet de la démocratie décadente et les théories xénophobes. Pire encore, à l'automne 1940, Vichy promulgua de son propre chef ses premières lois anti-juives, excluant les juifs de la fonction publique, de l'enseignement, de la presse. Pierre fut contraint de renvoyer de sa classe 2 élèves, les frères Stern. Il le fit, la mort dans l'âme, en leur glissant une poignée de main et un mot d'encouragement. C'était sa première petite rébellion. Un soir de l'hiver 1941, un voisin, le docteur Leroy, vint le voir sous un prétexte futile. Dans le fond de son cabinet, derrière des livres de médecine, il cachait un poste radio à ondes courtes. Ensemble, ils écoutèrent. Le volume au plus bas, la voix lointaine et déterminée de la BBC de Londres. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Puis vint la voix, plus grave, plus autoritaire, celle du général de Gaulle. Ces appels étaient rares, mais ils étaient une bouffée d'oxygène. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ces mots résonnèrent profondément en Pierre. Il n'était pas seul. Troisième partie. L'engagement. 1942-1943. L'année 1942 fut un tournant. En juillet, la grande rafle du Vélodrome d'hiver, menée par la police française, montra la vraie nature de la collaboration. Plus de 13 000 juifs, dont 4 000 enfants, furent arrêtés et parqués dans des conditions atroces avant d'être déportés. La France de Vichy montrait son visage le plus sombre. Puis, en novembre,
la Wehrmacht envahit la zone libre en réponse au débarquement allié en Afrique du Nord. L'illusion d'un Vichy souverain vola en éclats. Pour Pierre et Hélène, le choix était fait. Ils ne pouvaient plus rester spectateurs. Contacté discrètement par le docteur Leroy, Pierre entra dans la résistance. Il intégra le mouvement Combat, l'un des grands mouvements de résistance en zone sud. Son rôle était à sa mesure, mais crucial. En tant qu'instituteur, il avait accès à la mairie. Il devint un faussaire. Avec la complicité du secrétaire de mairie, il vola des tampons officiels et des formulaires vierges. Dans le secret de sa cave, à la lueur d'une lampe de poche, il apprit à contrefaire les signatures et les cachets. Il fabriqua de fausses cartes d'identité, de faux certificats de travail, de faux tickets d'alimentation pour les pourchassés, les juifs, les résistants, les réfractaires au STO. Hélène, de son côté, devint un agent de liaison. Avec son air de mère de famille inoffensive et son panier à provisions, elle était parfaite. Elle transportait des messages, des journaux clandestins comme Combat ou Libération, et parfois des armes légères dissimulées sous des légumes. Chaque voyage en train pour aller voir sa sœur à Cahors était une épreuve de nerfs. Elle apprit à sourire aux soldats allemands au contrôle, à mentir avec un naturel effrayant. La peur était une compagne constante, une boule de glace dans la poitrine. La résistance s'organisait. Dans les maquis du Massif central, de jeunes hommes qui refusèrent de partir travailler en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire, STO, se cachaient et s'entraînaient. Les parachutages d'armes et d'explosifs de la Royal Air Force britannique se multipliaient les nuits de pleine lune. Les actes de sabotage aussi, voies ferrées coupées, lignes téléphoniques sectionnées, transformateurs électriques dynamités, la répression s'intensifia. La milice française, créée par Vichy, semait la terreur. Ses membres, fanatiques et violents, traquaient les résistants et les juifs avec une zèle souvent plus grand que celui de la Gestapo. Les arrestations, les tortures, les exécutions sommaires devinrent monnaie courante. La famille Dubois vivait avec cette angoisse permanente. Un voisin trop curieux, une dénonciation, une erreur, et c'était la fin. Quatrième partie, la Libération, 1944-1945. Le 6 juin 1944, l'espoir redevint tangible. Le débarquement en Normandie était le signe tant attendu. La résistance passa à l'action massive. Les plans verts, sabotage des voies ferrées et tortues, blocage des routes furent déclenchés, paralysant les mouvements des divisions blindées allemandes vers le front. Dans le lot, le maquis dont dépendait Pierre multiplia les embuscades contre les colonnes allemandes en retraite. Le 15 août 1944, un autre débarquement eut lieu en Provence. La remontée des armées alliées et des forces françaises libres fut foudroyante. La libération de Saint-Céré se fit dans la liesse, mais non sans combat. Des éléments de la 2e division blindée du général Leclerc, remontant de Provence, firent leur jonction avec les maquisards locaux. Pierre, qui n'avait jamais tenu une arme de sa vie, se retrouva, un vieux fusil dans les mains, à participer à l'assaut de la commandanture locale. La reddition des soldats allemands, hagards et épuisés, fut un moment d'intense jubilation. Quelques jours plus tard, ce fut la libération de Paris. Les images de la 2e DB, descendant les Champs-Élysées devant une foule en délire, et le général de Gaulle, prononçant son discours historique à l'Hôtel de Ville, firent pleurer Hélène de bonheur. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. L'automne et l'hiver 1944 virent la poursuite des combats, notamment lors de la difficile libération de l'Alsace. Puis ce fut la capitulation allemande en mai 1945. La guerre était finie. Épilogue, le prix de la liberté. La France était en ruine, les plaies étaient profondes, le régime de Vichy s'était effondré dans la honte, le pays découvrait l'ampleur de l'horreur des camps de la mort. L'épuration, parfois sauvage, commençait. Pour la famille Dubois, la paix était amère. Ils avaient survécu, mais ils avaient perdu des amis, des voisins. Leur fille avait grandi trop vite dans l'ombre de la guerre. Pierre reprit son poste d'instituteur, mais l'école était différente. Il devait maintenant enseigner les valeurs de la République
à une génération d'enfants qui avaient connu la peur et la délation. Un soir, en rangeant le grenier, Pierre retrouva la vieille valise qui les avait accompagnés pendant l'exode. Il l'ouvrit et en sortit le drapeau tricolore qu'il avait caché en 1940. Il le déplia avec une émotion intense. Les couleurs étaient faites passer, le tissu un peu rongé, mais il était là. Il descendit et, sans un mot, l'accrocha à la fenêtre de leur maison. Hélène le rejoignit et lui prit la main. Ils regardèrent le Tarom Ponarna, le drapeau flottait dans le vent printanier. La France était libre, mais le chemin vers la réconciliation et la reconstruction serait long. Ils y feraient face, comme ils avaient fait face à l'ombre, avec courage et avec l'espoir têtu que des jours meilleurs se lèveraient enfin sur leur pays meurtri. Ils avaient tenu. Et dans cette simple persévérance résidait toute leur victoire. 5e partie. Les cicatrices de la guerre, 1945-1946. La libération n'était pas la fin du combat, mais le début d'une nouvelle épreuve, celle de la reconstruction et de la mémoire. S'insérer, comme des milliers de communes françaises, portaient les stigmates de ces années noires. Les maisons pillées, l'économie exsangue et surtout les divisions qui traversèrent le village. La liesse des premiers jours avait laissé place à une réalité plus complexe et douloureuse. L'épuration, d'abord spontanée, s'organisa. Le comité local de libération, dont Pierre faisait partie en tant que résistant reconnu, eut la lourde tâche de identifier et de juger les collaborateurs. Ce fut un processus déchirant. Certains cas étaient clairs, comme celui de l'ancien secrétaire de la mairie, qui avait volontairement fourni des listes de juifs à la milice. D'autres étaient plus ambigus, comme ce cafetier qui avait servi à boire aux Allemands pour sauver sa boutique. Pierre voyait avec malaise les règlements de compte personnels se mêler à la justice. Les femmes accusées de collaboration horizontale furent tondues sur la place publique, leurs visages marqués par la honte et la haine. Pierre détournait les yeux, se souvenant des paroles du docteur Leroy « Nous nous battions pour la dignité, Pierre. Ne devenons pas comme eux. » Hélène, elle, se consacra à l'accueil des déportés qui revenaient des camps. Le premier train en gare de Brive-la-Gaillarde fut une vision d'horreur qui la hantera à jamais. Des squelettes vivants aux yeux immenses, vêtus de pyjamas rayés, cherchant désespérément un visage familier dans la foule. Elle aidait à les nourrir, à les réchauffer, à écouter leurs récits saccadés, incompréhensibles. Ces récits parlaient de faim, de froid, de chambres à gaz et de fours crématoires. La France découvrait avec un effroi incrédule l'ampleur de la Shoah. Les frères Stern, les anciens élèves de Pierre, ne revinrent jamais. Leur nom fut gravé sur le monument aux morts parmi ceux de 1940. Pierre reprit son enseignement, mais comment parler d'histoire et de morale à des enfants qui avaient vu leur père partir pour le STO, leur mère cachée des étrangers et leurs voisins se dénoncer les uns les autres? Il décida de leur parler de la résistance, pas comme une épopée glorieuse, mais comme une somme de petits actes de courage. Il leur parla du facteur qui perdait le courrier de la commandanture, de la fermière qui cachait un aviateur dans sa grange, de l'épicière qui glissait un morceau de sucre en plus dans le paquet d'une famille juive. Il leur dit « La résistance, ce n'était pas toujours les armes. C'était souvent juste refuser de plier, refuser de haïr. » 6e partie, reconstruire, 1946-1947. Le pays se relevait lentement, porté par l'énergie du Conseil national de la résistance et les plans de modernisation. Le suffrage universel fut rétabli, y compris pour les femmes qui votaient pour la première fois au municipal de 1945. Hélène et Pierre allèrent voter ensemble, un acte simple qui avait le goût intense de la liberté retrouvée. Pierre fut élu au nouveau conseil municipal. Il se battit pour la construction de logements, pour la remise en état des routes, pour l'agrandissement de l'école. Les projets étaient nombreux, l'enthousiasme était là, mais les moyens manquaient cruellement. L'hiver 1946 fut terrible, le pain noir de l'occupation fut remplacé par un pain gris et rationné. La France avait faim et froid. Un jour, un homme vint frapper à leur porte. C'était Jean, un ancien maquisard qui avait combattu aux côtés de Pierre.
Il était amaigri, les traits tirés, l'œil fiévreux. La paix, pour lui, était un champ de ruines intérieures. Il ne parlait pas, ou alors par saccades, évoquant les embuscades, les camarades tombés, le corps à corps dans les bois. Il avait ce que certains commençaient à appeler la maladie des rescapés. Pierre et Hélène le recueillirent, lui offrirent un toit et une écoute silencieuse. Il n'y avait pas de mots pour panser de telles blessures. Juste la présence. La France, elle aussi, tentait de panser ses plaies. Le procès du maréchal Pétain en juillet 1945 avait symboliquement refermé le chapitre de Vichy, sans pour autant apaiser les controverses. La 4e République naissait dans la difficulté, tiraillée entre les partis, héritière d'une nation divisée. En épilogue final, la mémoire et l'avenir, printemps 1947. Un dimanche ensoleillé de printemps, la famille Dubois se rendit à l'inauguration du nouveau monument aux morts du village. Au nom de 14-18, on avait ajouté ceux de 39-45. Il y avait les soldats morts au combat en 1940, les résistants fusillés, les déportés, les victimes civiles des bombardements. Pierre lut le nom des frères Stern et sa voix se brisa. En se recueillant, il sentit le poids de ces vies sacrifiées, de ces destins brisés. Il pensa à leur long chemin depuis l'exode de 1940, à la peur, au sacrifice, aux petits et grands actes de bravoure. Ils n'avaient pas vaincu seuls, mais ils y avaient contribué, chacun à leur place. En rentrant, il prit la main d'Hélène. Leurs filles, Élise et Sophie, couraient devant eux, riant aux éclats dans la lumière dorée. Elles grandissaient dans un pays en reconstruction, avec ses difficultés, mais libres. Libres de penser, de critiquer, de croire. Cela en valait la peine, n'est-ce pas ? Murmura Hélène, suivant son regard. Pierre serra sa main plus fort. Les souvenirs douloureux ne s'effaceraient jamais. L'ombre de la guerre planerait longtemps. Mais en regardant ses filles courir vers l'avenir, il sut avec une certitude absolue que oui, chaque instant de leur lutte, chaque risque pris, chaque nuit d'angoisse en avait valu la peine. Ils avaient tenu bon. Ils avaient gardé allumée, dans leur coin de France, la flamme fragile de l'honneur et de l'humanité. Et maintenant, à eux tous, survivants, revenants et bâtisseurs, de transmettre cette flamme et de veiller à ce qu'elle ne s'éteigne plus jamais. Le chemin était encore long, mais pour la première fois depuis très longtemps, il était éclairé par l'espoir, non plus par la lueur des incendies.